Mais ça va pas? Monsieur, je ne vous permets pas. Madame, vous ne pouvez pas faire ceci. Mais t'es un fou, toi? Bon, bienvenue dans ce podcast 100% français authentique et aujourd'hui je vais vous montrer justement comment éviter ce genre de phrases que vous venez d'écouter. On va parler des choses à ne pas faire en France. Allez, c'est parti, podcast 100% français authentique avec Eric Langon, c'est moi, un français, professeur au Brésil depuis 13 ans maintenant. C'est parti! Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français, Eric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti! Bien, avant toute chose, ce podcast veut vous montrer les choses que vous ne devez pas faire en France. L'objectif de ce podcast, c'est un podcast surtout culturel. Je ne veux pas ici émettre de jugement et dire que tel comportement en France est mieux, tel comportement ici au Brésil est mieux, ou tel comportement dans un autre pays est mieux. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de vous montrer que certaines choses en France se font, d'autres choses ne se font pas. Et pourquoi ? Parce que chaque pays a sa propre culture, pour commencer. Chaque pays a ses propres codes culturels. Et évidemment, ces codes culturels et cette culture, elle peut varier en fonction des personnes, en fonction des villes, en fonction des gens. Mais on peut dire qu'il y a certaines grandes lignes qui valent tout le temps ou presque. Et donc, on peut dire qu'il y a certains comportements que vraiment ce serait bien d'éviter ou qu'il y a certaines choses que vous ne devrez jamais faire. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui. C'est vous montrer finalement quelles sont les choses que vous devez surtout éviter si vous allez en France, si vous voulez être bien reçu. Parce que c'est vrai que les Français n'ont pas toujours la réputation d'être super accueillants, super agréables. Pourquoi ? Parce que des fois, certaines personnes ne respectent pas les choses, les règles les plus basiques pour les Français. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent ça. Généralement, on apprend une langue, comme le français, on décide de faire un voyage et on parle français, on fait un voyage en France, mais on ne se comporte pas comme on devrait se comporter. Et donc, ce comportement, il va impacter positivement ou négativement notre voyage, notre perception de la France, notre perception des Français, etc., etc. Donc, l'idée avec ce podcast, avec cet épisode de ce podcast, c'est quoi ? C'est justement faire une liste. Donc, j'ai prévu de vous parler de 8 points qui sont 8 points importants, je pense 8 comportements que vous devez éviter en France si vous voulez que votre voyage se passe de la meilleure manière possible. Donc 8 points et c'est maintenant, nous allons commencer par, je pense, le point le plus important. La chose la plus importante si vous allez en France et que vous ne devez surtout pas faire, c'est oublier la politesse. Ou, dit d'une autre manière, être mal poli. Ne soyez pas mal poli. N'oubliez pas la politesse. Et qu'est-ce que c'est la politesse ? La politesse, c'est l'ensemble des règles de bonne conduite. La manière de parler à une personne, la manière de montrer que vous respectez une personne, la manière de parler correctement comme les codes et les valeurs du pays le permettent. Et en France, la politesse, ça commence par une chose qui est plus que basique, je vais dire. Je vais la résumer en 4 mots. Tutoyer. Non. Vous voyez. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par ce slogan ? C'est que en France, on ne tutoie pas les personnes qu'on ne connaît pas. On va tutoyer une personne dans un contexte familier. Si c'est un ami, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est quelqu'un que je connais, des collègues au travail que je côtoie régulièrement. Alors côtoyer, c'est un verbe
qui est en fait un synonyme du verbe voir, vivre avec. Ok ? Donc, si vous allez en France, que ce soit pour un voyage, pour un séjour un peu plus long, ou même pour y habiter, si vous ne connaissez pas les personnes, ou mieux encore, si vous n'avez pas l'autorisation des personnes, vous ne pouvez pas les tutoyer. Vous devez donc les vouvoyer. Tutoyer, qu'est-ce que c'est, Eric ? Tutoyer, c'est l'utilisation du pronom personnel tu. Ça donne le verbe tutoyer, c'est-à-dire utiliser le tu. Par exemple, tu vas bien ? Tu connais Paris ? Tu manges de la viande ? Et ça donne aussi le tutoiement, qui est l'acte ou la manière de parler en utilisant le pronom tu. Et on oppose le tutoiement, le tutoyer, au vouvoiement, ou vous voyez, qui est l'utilisation du vous, c'est-à-dire l'utilisation du pronom personnel vous, qui est le pronom personnel du respect, formel. Vous parlez français ? Vous habitez à Paris ? Vous mangez de la viande ? Voilà, ici, je montre mon respect. Et je répète, si je n'ai pas l'autorisation d'utiliser le tu, si la personne ne m'a pas dit « nous pouvons nous tutoyer », je dois utiliser par définition, par convention, c'est mieux encore, par convention, le vous. C'est comme ça, c'est une règle sociale, une règle presque implicite et on doit la respecter. Amérique, ok, on imagine, j'habite en France, j'ai décidé, j'habite en France et tous les jours, je vais à la boulangerie, je vais acheter mon pain. Et tous les jours, je rencontre la boulangère ou le boulanger, d'accord ? Et j'achète ma baguette. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. La baguette, bien cuite ou pas trop cuite ? Bien cuite, s'il vous plaît. Voilà monsieur, ça vous fait 5 €. Je vous remercie. Ici, dans cette conversation, j'ai toujours et systématiquement utiliser le vous. Et ce, même si je vais aller dans cette boulangerie tous les jours pendant 10 ans. Je suis obligé de respecter l'autre. Pour montrer cette marque de respect, j'utilise le pronom personnel vous. C'est une convention, c'est comme ça. Ah, mais c'est différent. Au Brésil, on est des gens informels, chaleureux. Ouais, je sais, mais c'est pas comme ça. Donc attention, en France, il est important de respecter ce vous. C'est un traitement respectueux, donc attention. Autre chose, marque essentielle de la politesse, c'est utiliser les petits mots. Je vais dire les petits mots magiques. Les mots magiques, c'est quoi ? C'est s'il vous plaît, merci, je vous remercie. Voilà, qui sont ces marques d'éducation qui montrent que vous respectez l'autre. Imaginez si vous demandez un verre d'eau dans un bar sans dire s'il vous plaît. Un verre d'eau ? Non. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Ou mieux encore, je pourrais avoir un verre d'eau. Voilà, ces choses, elles sont essentielles. Et dans ce genre de situation, je sais que de temps en temps, des fois, ça paraît presque exagéré, mais mieux vaut pécher par l'excès que par le manque. Franchement, c'est toujours mieux d'avoir une personne qui est plus polie qu'une personne qui n'est pas assez polie. D'accord ? Même si vous en faites un peu trop, même si ça paraît un peu beaucoup, c'est pas grave, d'accord ? Et évidemment, cette politesse, cette éducation, ce vouvoiement, ces petits mots magiques, ils vont dépendre du contexte. Si vous allez dans un bar, dans un bistrot qui est complètement informel, complètement fou, c'est pas nécessaire. Mais généralement, c'est quand même la règle. C'est la convention, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Autre chose, en parlant de politesse, je suis toujours dans mon point numéro 1. Quand on rentre dans un établissement commercial ou quand on rentre dans un établissement à destination du public, la base, c'est dire bonjour en entrant, dire au revoir en sortant. D'accord ? Donc toujours bonjour ou bonsoir, évidemment, en fonction de l'horaire, et au revoir en partant. Et franchement, si vous oubliez de dire bonjour en rentrant quelque part, ou un guichet, par exemple un guichet du métro. Imaginons, vous allez à Paris, vous voulez acheter un carnet de tickets de métro et vous oubliez de dire bonjour. Je peux vous garantir, je peux vous promettre que la personne responsable au guichet va vous dire un bonjour direct et froid pour vous montrer que vous avez oublié le bonjour. Donc n'oubliez pas ça, d'accord ? On ne peut pas oublier ces petits mots de politesse et ces choses importantes en France. D'accord ? Autre chose, une manière aussi d'être
plus poli, d'être plus éduqué, c'est d'utiliser le conditionnel. Alors je ne vais pas vous faire un cours de grammaire, ce n'est pas l'objectif ici, mais le conditionnel présent permet d'avoir un français plus respectueux. Par exemple, si je vais dans un bar et je veux boire une bière, je vais dire « Bonjour, je voudrais un demi ». Un demi, c'est quoi? C'est une bière pression, c'est 250 millilitres de bière pression. Ok? Blonde, brune, rousse, ce que vous voulez, mais c'est une bière. Donc, bonjour, je voudrais une demi. Si vous dites je veux un demi, vous allez passer pour un ogre. Vous allez passer pour une personne, un malotru. Un malotru, c'est un mot. Alors, c'est un mot qui est un peu plus littéraire, un peu plus soutenu. Mais j'aime bien ce mot, j'aime beaucoup la musicalité de ce mot. Un malotru, c'est une personne qui est mal éduquée, qui est grossière, qui n'est pas agréable. Donc voilà, vouvoiement, les mots magiques, bonjour, merci, au revoir, par exemple, l'utilisation du conditionnel, je voudrais, s'il vous plaît, etc. Et autre chose, si vous êtes dans un lieu public, j'allais dire, peu importe le lieu public, ça peut être un bus, ça peut être dans le métro, dans un restaurant, dans un bar, une terrasse, une place, dans la rue, bref, peu importe, ne parlez pas trop fort. Les Français sont des personnes qui sont plus, on va dire, plus modérées. Ils ont tendance, évidemment pas systématiquement, mais les Français ont tendance à parler plus bas. D'accord? On ne va pas crier, par exemple, si je suis au téléphone, je ne vais pas crier, hurler. Allô? Oui, non. Je vais parler de manière plus tranquille. Donc voilà. Ça, ce serait une erreur, une grave erreur. Oubliez la politesse. Donc c'est une chose que vous ne devez pas faire si vous allez en France. Bon. Autre chose que vous ne devez pas faire si vous allez en France, c'est utiliser des vêtements clichés. Et ça va être notre point numéro 2. Eric, qu'est-ce que c'est des vêtements clichés? Clairement, un vêtement cliché, c'est par exemple aller en France, aller à Paris par exemple, pour voir la Tour Eiffel, acheter un béret rouge ou un béret noir. Alors un béret, qu'est-ce que c'est? Un béret, c'est ce chapeau, un couvre-chef, on va dire, que les personnes utilisent. D'accord? C'est une pièce de tissu plus ou moins souple, qui est très très typique en France, en fait qui était très très typique en France avant-guerre, pendant la guerre, etc., mais qui aujourd'hui n'est plus du tout loin. Clairement, ça fait partie des clichés. Je sais que beaucoup de Français les ont portés. Dans les vieux films, on en avait. Le mime Marceau, qui était un personnage, il me semble qu'il en avait aussi. Mais c'est très 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 cliché. Donc, si vous mettez ça directement, vous serez catalogué comme un touriste, finalement, qui vient pour faire sa séance photo. Catalogué, c'est vu comme, être vu comme. Et une séance photo, c'est quand vous allez faire différentes photos, peut-être pour un portfolio ou pour vos réseaux sociaux, par exemple. Donc, évitez de porter un béret, par exemple, rouge, même si, je sais, on en vend beaucoup à Paris, principalement, mais ça fait très, très touriste. Et aussi... alors là, le comble serait, la totale serait utilisée. Le béret et la marinière. La marinière, vous savez, c'est ce t-shirt d'origine marine. Normalement, c'était les marins qui utilisaient ça. C'est un t-shirt blanc qui peut être à manches courtes ou à manches longues, avec des lignes, des rayures horizontales, des lignes bleues, plus ou moins claires, ou un bleu plus ou moins foncé, d'accord, plus fort. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui c'est assez rare quand même, surtout les deux ensemble, soyons honnêtes. C'est vrai que la marinière a été remise au goût du jour assez récemment par un grand créateur de la mode, de la haute couture, c'est Jean-Paul Gaultier, qui a remis au goût du jour. Remettre au goût du jour, c'est qui a remontré et qui a réintéressé finalement les personnes. Mais c'est vrai que la marinière c'est assez rare. Alors évidemment, on peut en trouver dans les commerces, de temps en temps on en trouve, c'est à la mode, etc. Mais porter le béret et la marinière, comme j'ai déjà vu ça plein de fois à Paris, plein de fois, c'est de nombreuses fois, c'est assez rare. Et je répète, béret, marinière, vous serez obligatoirement catalogué touriste. Et il n'y a pas de problème, nous sommes toujours les touristes quand nous allons connaître notre endroit. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne se font pas trop en France, en tout cas. Et bon, libre à vous de choisir. Dans le même style, on a aussi les t-shirts I Love Paris ou J'aime Paris ou ce genre de truc. C'est un peu plus tourisme. C'est vrai que ça peut être charmant, ça peut avoir son charme, mais c'est quand même moins
peu commun. Je vais le dire comme ça. Allez, je continue avec le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est bête comme chou. Allez, bête comme chou, c'est une expression qui signifie c'est évident. C'est une évidence, d'accord? Donc bête comme chou, ça veut dire c'est simple, ok? Le point numéro 3, c'est critiquer la gastronomie française. Ben ouais, vous imaginez bien, la gastronomie en France, c'est plus que manger. C'est plus que les recettes d'un chef ou d'un restaurant ou les recettes de ma grand-mère. Non, la gastronomie française, c'est une histoire, c'est un art, c'est un art de vie, de vivre, c'est une manière de manger, presque une manière de penser, hein, une manière de se comporter. C'est plus que la baguette, les 400 fromages, c'est plus que toutes ces recettes traditionnelles qui existent, plus ou moins lourdes. Le clafoutis, la bouillabaisse, la ratatouille, non, c'est, je veux dire, un style de vie. Et c'est vrai que les Français, ils aiment beaucoup leur gastronomie. La manière de manger, le temps passé à table est important. Et si un étranger venait en France pour critiquer cette manière de vivre, cette manière de se comporter finalement, je pense que les Français lui diraient, ben, dégage. Dégage, c'est une manière un peu rustre, un peu grossière de dire, va-t'en. Va-t'en, dégage, ça veut dire, pars chez toi, rentre chez toi. Donc voilà, non, ça c'est vraiment une chose qui est en plus héritée de famille en famille, de région en région, de personne en personne, d'histoire en histoire. C'est vraiment une chose qui se transmet. Et finalement, un peu comme dans le monde entier, hein. Je vais penser par exemple à ces recettes de Minas, qui se transmettent de génération en génération. On peut penser aux fameux fish and chips anglais qui se transmet aussi de génération en génération. Je pense que c'est des choses où il vaut mieux pas mettre le doigt. Mettre le doigt quelque part, c'est commencer à être curieux, commencer à regarder, commencer à critiquer, commencer à vérifier. Non, la gastronomie française, pour les Français, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc on va éviter de la critiquer. Allez, on continue. Alors ça, c'est une chose qui est importante, mais c'est le point numéro 4. Et il vaut principalement pour les grandes villes. Quand je dis les grandes villes, je vais dire, en fait, il vient principalement pour Paris, mais les autres villes aussi. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce point, il concerne le métro. Et le métro, il a ses propres règles, il a ses propres manières de fonctionner. Vous savez que le métro parisien, c'est un métro où il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de Parisiens qui utilisent tous les jours le métro pour aller travailler, pour rentrer chez eux. Petite pause dans toutes ces choses que vous ne devez pas faire en France. Vous ne devez pas faire différentes choses, vous avez bien compris. Mais je vais faire une parenthèse pour vous parler d'une chose que vous ne devez pas faire non plus avec votre français. Et ouais, parce que quand vous étudiez le français, il y a certaines choses que vous ne devez pas faire. Si vous voulez continuer à progresser, par exemple, évitez l'effet plateau. Évitez un français qui stagne, qui est toujours le même, c'est faire toujours la même chose. Non, si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez avancer dans votre français, vous devez continuer et sortir systématiquement de votre zone de confort. Mais souvent, les étudiants sont perdus et ils ne savent pas exactement comment faire, que faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment les aider. Bon, et justement, pour résoudre ce problème, pour vous aider à sortir de cette zone de confort, pour vous faire avancer, j'ai pensé à un programme et j'ai développé un programme. Ça s'appelle le programme perfectionnement. Okay, le lien est directement dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à regarder. C'est un programme court, d'accord, en 14 semaines, qui va vous faire voir le français et votre évolution du français avec un nouveau regard. Je suis sûr qu'il fera la différence. Je suis sûr qu'il va vous aider et qu'il va vous permettre de continuer à évoluer. Comme disait finalement Pierre de Coubertin, qui était l'idéateur et l'inventeur des Jeux olympiques modernes, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. C'est exactement la même chose que je veux pour votre français avec le programme perfectionnement. Le lien est dans la description de ce podcast. Pour aller boire un verre, pour aller
faire du shopping, pour aller... Bon, ouais, le métro s'utilise pour tout, parce que c'est quand même un transport en public génialissime, qui est super pratique et qui vous permet de tout faire, en fait. Bon. Mais le métro à Paris, il a ses règles. Et bon, cette règle, je pense que les gens qui habitent des grandes villes connaissent ces règles-là, parce que finalement, c'est une règle implicite qui se transmet d'un pays à l'autre et qui avance. Qu'est-ce que c'est cette règle? C'est que quand vous êtes dans un escalator, dans le métro, alors un escalator, c'est un escalier mécanique et métallique. D'accord? Vous avez deux types d'escaliers. Vous pouvez utiliser un escalator, qui est une chose qui va monter seul et économiser votre énergie, ou vous pouvez utiliser un escalier classique, utiliser vos jambes, forcer, marcher, etc. Et donc, l'escalator a une règle. Si vous ne marchez pas dans l'escalator, restez sur le couloir de droite. Si vous êtes pressé et que vous voulez continuer à marcher, monter les marches dans l'escalator, et donc aller plus vite, d'une station à une autre, d'un arrêt à un autre, etc., vous allez vous mettre à gauche. Donc, si vous voulez éviter les « Pardon, poussez-vous, mettez-vous à droite, pardon, s'il vous plaît ». Donc, toutes ces réprimandes, plus ou moins éduquées, plus ou moins sympathiques, mettez-vous à droite. Parce qu'à Paris, principalement, c'est une règle, on se met à gauche dans les escalators du métro pour laisser ce couloir libre et tranquille. Et je répète, évidemment, ça marche aussi dans les autres grandes villes. Ici, je parle plus de Paris, mais c'est vrai que c'est important quand même. C'est important. Ça marche aussi dans les couloirs. Hein, généralement, on respecte la droite à la gauche. Bref, on ne marche pas au milieu. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui... Donc tout ça, ça fait partie des règles implicites. C'est important. Règle numéro 5. Chose numéro 5 à ne pas faire en France. Alors ça aussi, c'est une règle qui est implicite. Alors celle-là, elle est géniale. J'adore cette règle, vous allez voir. C'est très bizarre. Ça vaut si vous êtes invité chez une personne pour prendre l'apéritif, pour déjeuner, pour dîner, d'accord, pour aller chez une personne, chez un Français. Alors si un jour vous êtes invité chez des Français, chez un couple de Français, chez des amis français, chez des collègues français, bref, où vous voulez, il y a une règle, c'est ne soyez pas trop ponctuel. Comment ça, Eric? Ne soyez pas trop ponctuel. Je dois être en retard? Je dois arriver en avance? Non. En avance, c'est interdit. Ça ne se fait pas. Alors, ça ne se fait pas. C'est une chose ce n'est pas une bonne manière. On ne doit pas le faire. Hein, c'est interdit, finalement. Donc, arriver en avance? Non, jamais. À part si vous connaissez bien la personne, c'est un ami, etc. C'est de la famille, mais c'est un peu différent. Là, vous avez une autorisation spéciale. Mais non. En avance, non. Si vous êtes invité chez quelqu'un, vous n'arrivez pas ponctuellement à l'heure. Par exemple, imaginons, je suis invité aujourd'hui chez un couple d'amis, Marc et Sophie, à 20h. Ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit « Eric, viens dîner chez nous aujourd'hui à 20h. » Moi, Eric, je ne vais pas venir Je vais venir, oui, mais je ne vais pas arriver exactement à 20h. Si j'arrive pile à 20h, c'est mal vu. Pile, c'est une expression qui signifie exactement, ponctuellement, précisément. Donc non, je n'arriverai pas à 20h, j'arriverai un peu plus tard. J'arriverai à 20h10, 20h15, 20h17, 20h18, grand maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de flottement. On a 15 minutes comme ça qu'on va laisser en plus à la personne qui nous invite. Un flottement, c'est une variation, d'accord? Cette chose, ces 15 minutes, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure de politesse. Ce quart d'heure de politesse, c'est ce temps qui est laissé à l'hôte ou à l'hôtesse. Alors, l'hôte ou l'hôtesse, c'est la personne, l'homme ou la femme, la personne qui nous reçoit et qui nous invite chez elle. D'accord? D'ailleurs, c'est dérivé du mot hôtel, que vous connaissez. L'hôtel, qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui nous reçoit pour dormir et après on part. L'hôte ou l'hôtel, c'est le responsable de cet espace. Donc, on laisse 10-15 minutes, 15 minutes généralement, à cet hôte pour lui laisser le temps de préparer la maison, de se préparer, etc. Ce quart d'heure de politesse, c'est une règle qui est implicite, c'est une norme sociale et arriver ponctuellement, précisément, pile à l'heure, ce serait mal vu. D'accord? Donc, on va éviter d'être mal vu, on va être bien vu et on va éviter ce comportement. Donc, on va éviter d'être
trop ponctuel. Et comme après, quand vous allez manger avec cette personne, vous allez éviter aussi de critiquer la gastronomie. Comme je vous ai dit, c'était notre point numéro 3. Comme ça, vous allez bien vous entendre et votre soirée va bien se passer. Et alors, je vais continuer avec le point numéro 6. Justement, si vous voulez que cette soirée se passe bien, ou si vous voulez que cette soirée se passe le mieux possible, il y a une chose qui est essentielle. Au moment de boire, c'est-à-dire si on vous sert, par exemple au moment de l'apéritif, vous ne pouvez pas, dès que vous êtes servi, dès que ça signifie au moment, c'est une expression intemporelle qui signifie au moment où vous êtes servi. Donc, dès que vous êtes servi, vous ne pouvez pas directement boire. Non, vous devez attendre que tout le monde soit servi et vous allez trinquer. Donc, trinquer, c'est quand vous allez mettre un verre contre verre et vous allez vous souhaiter santé, dire chin chin, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez boire. Ça, c'est important parce que au Brésil, par exemple, bien souvent, si on va dans un bar ou si on va si on est invité chez des gens pour un barbecue, un repas ou autre, les gens, par exemple, servent de la bière au début et les personnes commencent directement à boire sans attendre les autres, sans attendre les cocktails. Par exemple, si on va dans un restaurant, dans un bar, les boissons prêtes, comme la bière ou le coca, l'eau, etc., arrivent d'abord et après, on a les cocktails qui arrivent. Et les gens ne s'attendent pas tous nécessairement. Pourquoi ? Parce que la bière est très fraîche. Non, vas-y, tu peux commencer. C'est pas la peine de m'attendre. D'accord ? Et en fait, en France, si, c'est la peine d'attendre. En fait, nous devons attendre. C'est comme ça. Donc, vous allez dans un bar, par exemple, on va commander, je ne sais pas moi, 2 verres de bière, un verre de blanc, une menthe à l'eau. Une menthe à l'eau, c'est un sirop, c'est-à-dire une boisson sucrée à base de menthe. Encore les Français adorent les sirops. Et de l'eau. Et un coca, par exemple. Et un cocktail. Bon, un mojito, une caipirinha, ce que vous voulez. Il est bien vu, il est normal d'attendre que tout le monde soit servi. Une fois que tout le monde est servi, bon, on fait chin-chin, on trinque, on boit et on continue. D'accord ? Même chose au moment de manger. Si le maître de maison, la maîtresse de maison va servir les invités, parce qu'en France, c'est la maîtresse de maison qui sert normalement, traditionnellement, les invités. Donc, on va mettre toutes les assiettes devant les personnes, etc. Je ne peux pas commencer à manger. Je vais attendre que tout le monde soit servi, que tout le monde soit installé, et on va dire un bon appétit, et tout le monde va manger. Donc personne ne commence à manger si seulement une partie des gens sont servis. Non, on attend et tout le monde va manger au même moment. Et alors c'est vrai que ça c'est très culturel, hein, c'est très important, mais comme je vous ai dit, la gastronomie, manger, c'est un art de vie finalement presque à la française. Donc c'est vrai que c'est très très important et c'est pas toujours évident parce que principalement, je vais parler de ce qui me concerne, hein, la France et le Brésil, on n'agit pas à ce niveau-là de la même manière. Et je répète, hein, il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est pas parce qu'on fait de telle façon en France et de telle façon au Brésil que c'est mieux ou c'est pire ou quoi. Non. C'est juste des manières différentes et tout va bien, quoi. En fait, l'idée, c'est juste de s'adapter de la meilleure manière possible et parler de la meilleure manière possible à l'autre. Quand on parle à une personne, ça va plus loin que la langue, ça va plus loin que juste les gestes. Il y a aussi une culture, il y a aussi des comportements, des codes culturels qui sont essentiels. Donc voilà, ne pas attendre les autres avant de boire ou avant de manger, ce serait irrespectueux, quoi. C'est vraiment pas top, quoi. Donc attention. Le numéro 7, allez, on imagine, hein, vous avez mangé avec vos amis, vous avez mangé avec les personnes que vous connaissiez, et vous partez, etc., tout va bien, et vous rentrez en métro. Alors, en France, si vous prenez le métro, c'est mon point numéro 7, oh, quelle transition. L'idée, c'est si vous prenez le métro, évitez de prendre le métro aux heures de pointe. Qu'est-ce que c'est une heure de pointe ? C'est un moment où il y a une grande affluence, c'est un moment où tout le monde prend le métro. Et généralement, c'est quoi ? Les heures de pointe, c'est 7h30, 9h30, grosso modo, et entre 16h30 et 19h30, entre 16h30 et 9h, 20h par exemple. Donc, c'est les moments où il y a beaucoup de monde. Pourquoi on doit éviter de faire ça en France ?
ça semble évident, hein, c'est con quoi, mais c'est con, c'est un mot familier, même un peu grossier, désolé, qui signifie c'est bête, c'est idiot, c'est stupide, d'accord? Donc c'est évident, mais si vous voulez éviter d'être collés les uns les autres, hein, si vous voulez éviter de risquer un vol par un pickpocket c'est une personne, un voleur qui va vous dérober quelque chose sans que vous le perceviez. Si vous voulez éviter les odeurs de transpiration du métro, les fameuses odeurs de transpiration, être collés les uns contre les autres, être ce moment désagréable, évitez les heures de pointe. Donc, surtout si vous êtes un touriste, vous allez à Paris, il y a toujours d'autres possibilités. Prenez le bus, marchez. Franchement, marcher à Paris, c'est vraiment cool de marcher à Paris. Et peut-être d'attendre un peu. Aller dans un musée, aller voir une galerie, aller boire un coup. Boire un coup, hein, c'est prendre un verre, de l'eau, un coca, un alcool, ce que vous voulez. Mais essayez d'éviter ces heures de pointe, parce que finalement, en plus, c'est pas le meilleur moment pour connaître le métro et pour rencontrer les habitants d'une ville, parce que les villes où il y a beaucoup de gens et où il y a un moment d'affluence comme ça, les gens vont être plus stressés, ils sont moins agréables, donc bon, c'est pas le meilleur moment, franchement. Mais bon, après, à vous de voir. Dernier point, chose que vous ne devez pas faire si vous allez en France, je vais ouvrir un peu mon épisode du podcast et parler sur d'autres choses. Si vous allez en France, une chose que vous ne devez pas faire, c'est aller juste à Paris. Alors je sais que quand on parle de la France, on a évidemment la Tour Eiffel comme image, on a évidemment Paris, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, le quartier Montmartre, le quartier latin peut-être, la rive droite, la rive gauche, etc. Mais non, mais la France, c'est pas juste ça. La France, c'est des milliers d'autres villes, villages, des régions, des autres coutumes, d'autres traditions. Bon, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire. Finalement, penser que la France, c'est Paris, c'est extrêmement limitant, c'est extrêmement restrictif et ça vous permet de voir beaucoup moins de choses. Donc, si vous avez 3 jours à passer en France, vous pouvez prioriser finalement et donner cette priorité à Paris. Mais sinon, si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à prendre un train, il y a des TGV, à louer une voiture, à prendre un bus pour aller voir d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Plein, c'est un synonyme de beaucoup. Donc il y a beaucoup d'autres choses. En France, il y a des tonnes de choses à voir. Et quand je parle de la France, je ne parle même pas juste de la France métropolitaine, parce que, imaginons, si vous avez beaucoup de temps pour vos vacances, vous pouvez voyager hors de la France métropolitaine, c'est-à-dire à l'extérieur de la France européenne continentale. Vous avez l'île de la Réunion, vous avez la Martinique, vous avez la Guadeloupe, vous avez la Polynésie française, par exemple. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est d'autres choses, d'autres paysages qui ne sont pas clichés, qui ne font pas partie des cartes postales classiques, on va dire, de la France parisienne, mais il y a énormément de choses à voir. Il y a des villages, il y a des villes très loin, très proches. Vous avez, juste à côté de Paris, par exemple, si vous avez un peu de temps, vous avez le Mont-Saint-Michel. Vous avez pas très loin, vous avez l'est de la France, cette partie française beaucoup plus allemande. Vous avez le sud de la France, évidemment, avec la Provence, c'est ma ville, c'est ma région. Vous avez Nice, vous avez Bordeaux pour les amateurs de vin, vous avez des milliers de possibilités. Et en prenant un train, vous découvrez ces choses-là. Donc, ça vous fait un peu moins de Paris, ça vous fait voir un peu plus la France, d'accord ? C'est important. Et même si vous restez à Paris, parce que vous avez décidé de rester à Paris, pas de problème, je suis d'accord, j'adore Paris moi aussi. Vous ne devez pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Qu'est-ce que c'est un sentier battu ? C'est un chemin où tout le monde va. C'est un chemin que tout le monde fréquente. N'ayez pas peur de voir autre chose, de sortir des Champs-Élysées, de sortir des grands avenues, de sortir des grands boulevards pour vous perdre dans ces petites rues parisiennes, pour rencontrer des personnalités, pour voir certains endroits qui sont peu connus finalement des touristes et qui valent vraiment le détour. Valoir le détour, c'est une chose, quand on dit ça vaut le détour, ça va valoir le détour, c'est que ça vaut la peine, ça mérite d'être connu, ça mérite d'être vu, ça mérite d'être savouré finalement.
Et c'est vrai que Paris, c'est pas juste les cartes postales. La France, c'est pas juste Paris, et etc. etc. Donc voilà, attention, ne soyez pas... évidemment, c'est important de connaître ces points touristiques, ces attractions touristiques, mais dès que vous pouvez en sortir, n'hésitez pas, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et ici, j'ai fait une petite liste donc, de 8 choses que vous devez éviter, ou que vous devez absolument éviter en fonction de la force de l'élément, que vous devez éviter si vous allez à Paris. Alors juste, pour résumer, on a parlé, attention, si vous allez en France, n'oubliez pas la politesse. Si vous oubliez la politesse, vous aurez des problèmes. Vous ne serez pas traité aussi bien que vous pourriez l'être. Et je suis sûr que vous allez perdre des opportunités de connaître des personnes, d'avoir une expérience. Parce que visiter la France, c'est aussi une expérience. Attention à ne pas tomber dans le cliché vestimentaire, d'accord? Sinon, ça va faire bizarre. Je ne parle pas ici, hein, j'insiste, hein, parce que je n'ai pas parlé en termes de mode. Parce que, évidemment, la mode, c'est une chose qui est géographiquement marquée. Certaines manières de s'habiller ou de se coiffer, bref, fonctionnent dans certains pays. Et à un autre moment, à un autre instant, elle ne fonctionne pas dans un autre. Donc ici, je ne parle pas de mode parce que c'est obligatoire, il y a des décalages dans les manières de s'habiller, dans les vêtements, etc., d'un pays à l'autre. Mais je parle, attention, à ne pas penser que si vous avez un béret ou une marinière, ou etc., vous serez bien français. Non, en fait, vous serez catalogué comme touriste. Et c'est vrai que si vous regardez bien autour de vous, peu de Français le font. Après, critiquer la gastronomie française, évidemment, c'est une chose qu'on va éviter si on ne veut pas connaître la rage des Français. La rage, c'est ce sentiment négatif. Se mettre à gauche dans les escalators du métro pour éviter de se faire réprimander ou insulter en fonction des personnes. Si vous êtes invité chez une personne, ne pas être trop ponctuel. Pensez donc au quart d'heure de politesse, qui est ce moment qui va permettre à l'autre de finaliser ce qu'il a à faire. Systématiquement attendre les gens avant de boire ou avant de manger, attendre le moment opportun qui fonctionnera, éviter de prendre le métro aux heures de pointe et pour finir, ne pas se limiter à Paris parce que finalement, la France a beaucoup à offrir et voilà quoi. Bon, ici ce sont quelques conseils finalement que j'ai décidé de vous donner parce que finalement, je suis français. Alors évidemment, ça fait quelques années maintenant que j'habite au Brésil, mais je reste profondément français. Mon passeport est là pour le prouver, mais non, sérieux, maintenant je suis français, je sais ce qui se passe. Et bien souvent, qu'est-ce que je vois? Je vois que beaucoup de gens apprennent la langue française pour parler français. C'est bien. Et d'autres, même, ont un peu plus de chance, achètent un jour un billet d'avion pour aller en France, à Paris, Lyon, Marseille, bref. Aller en France. Et de temps en temps, certaines personnes oublient une composante essentielle dans la langue et même dans le voyage. C'est la composante culturelle. Il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Il y a des choses qui se disent pas. Il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses... Bref, tout est marqué par des codes culturels, des normes sociales qui sont plus ou moins implicites, plus ou moins explicite, plus ou moins obligatoire, plus ou moins facultative, on va dire. Et tout ça, ça va impacter directement votre expérience du voyage, c'est sûr, mais aussi votre ressenti. Un ressenti, c'est une perception, d'accord? Donc ça va marquer votre ressenti sur votre expérience des Français, de la France, etc. Par exemple, vous allez dire, ah mais les Français, ils sont imbuvables. Imbuvable, ça veut dire qu'on ne peut pas boire, c'est-à-dire c'est désagréable. Les Français sont imbuvables. J'ai été dans le métro et j'ai juste entendu pardon, laissez-moi passer, poussez-vous. Non, c'est juste le fait de se mettre à droite dans les escalators et tout va bien. Ou autre chose, je suis allé en France et les Français sont désagréables. Oh, je suis allé dans le guichet du métro pour acheter un carnet de tickets. Je voudrais un carnet de tickets. Et la personne m'a répondu, bonjour, un carnet de tickets? Voilà.
Pourquoi? Parce que la personne n'a pas commencé par « Bonjour, je voudrais un carnet de tickets s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup, au revoir. » Ce sont des petits détails qui, en fonction de votre pays, en fonction de vos habitudes, fonctionnent ou s'utilisent ou ne s'utilisent pas, quoi. Mais en France, ça fait la différence. D'accord? Donc, faites cette différence. Mettez-vous au code culturel, c'est-à-dire pensez, comprenez la langue française, non pas juste comme un ensemble de règles, de mots et de règles de prononciation, non. La langue française, c'est ça aussi, bien sûr. C'est des mots, des conjugaisons, de la grammaire, de la prononciation, un rythme, etc. Mais c'est pas juste ça, la langue française. La langue française, c'est un objet, une chose qui est utilisée par des personnes. Et à partir du moment où ces personnes utilisent une langue, il y a une chose culturelle qui se passe, quoi. Il y a une magie qui se passe et qui organise tout ça et qui permet aux gens, finalement, d'utiliser la langue. Donc tout ça, c'est très, très, très important. J'espère que vous avez apprécié. À nouveau, je répète, ici, l'idée, c'est pas de juger. L'idée, c'est juste de vous avertir. Avertir, c'est dire en avance ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ici, je vous ai montré ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'est ma vision de français. Après, libre à vous, évidemment, de le faire ou de ne pas le faire. Moi, franchement, je vous le conseille si vous voulez avoir un voyage qui soit le plus agréable possible. Maintenant, c'est à vous. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez continuer à améliorer votre compréhension orale, les autres épisodes du podcast 100% français authentique, je suis persuadé que ça va vous aider, ça va vous améliorer. Et à très bientôt alors pour un prochain podcast avec moi, Eric Langon, professeur de français au Brésil, du compte Instagram si vous voulez me retrouver sur @francesconfrancês. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, vos remarques, vos félicitations ou vos remarques négatives, d'accord? Quoi que ce soit, je suis à disposition. À très bientôt. Écoutez toujours plus de français. À bientôt, salut!